Maintenant, l'offre. L'offre, sa loi, c'est l'inverse de la loi de la demande. Quand le prix augmente d'un bien, l'offre de ce bien augmente également. Alors, l'offre, elle dépend de quoi? Elle dépend de la technologie, elle dépend du nombre de producteurs, elle dépend des anticipations et des moyens de production, des coûts des moyens de production. Euh, et quand on combine les deux lois ensemble, on obtient quoi? On obtient la loi fondamentale, hein, donc la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que les prix du marché s'adaptent, s'ajustent pour équilibrer l'offre et la demande. Ok, alors, l'élasticité. C'est quoi l'élasticité? L'élasticité, c'est la variabilité de l'offre ou de la demande, dépendant de laquelle on choisit, selon par rapport à ses déterminants, c'est-à-dire ses déterminants pour la demande, le prix, le bien proche, etc. Et pour l'offre, la technologie, les prix de moyens de production, etc. Mais non, on a par rapport à l'offre de la demande. Quand est-ce qu'une demande est élastique? Quand une demande est élastique, ça veut dire que c'est plus grand que 1. Si c'est inélastique, c'est plus petit qu'un. Parfaitement élastique, c'est égal à 1. Maintenant, quelle est l'équation pour commencer? L'équation, c'est E. Donc, élasticité E. Bon, je vais appeler ça comme ça. EPD. Donc, E, élasticité prix-demande. Et c'est égal à quoi? C'est égal à la variation en pourcentage de la quantité demandée sur la variation en pourcentage du prix en valeur absolue. Et donc, si c'est plus grand que 1, c'est élastique. Si c'est plus petit, c'est inélastique. Si c'est 1, c'est parfaitement élastique. Pourquoi? Quand est-ce que la demande est élastique? Elle est élastique si c'est un bien de luxe, si il y a beaucoup de biens proches, si il y a si le marché est défini étroitement et si c'est à long terme. Tout se comprend très facilement. Ça veut dire quoi exactement? Donc c'est élastique. Si c'est élastique, ça veut dire que c'est plus grand que 1. Ça veut dire que si on augmente le prix, on verra, si on augmente le prix de disons 5%, on verra la demande diminuer de plus de 5%. Et si c'est inélastique, c'est de moins de 5%. Alors, par rapport à celle de l'offre, donc celle de l'offre, la différence, c'est que, et ici c'était élasticité prix-demande, c'est la même pour tous les autres déterminants, sauf qu'on remplace le prix par le revenu, ou le prix par le nombre des producteurs, etc. C'est la même chose. Maintenant, quand on va par rapport à l'offre, là, une des différences, c'est que chez l'offre, à court terme, l'offre est inélastique. Et pourquoi? Parce que c'est assez évident, pour pouvoir modifier son offre, il faut investir. Et donc ça ne peut pas se faire aussi dynamiquement que les marchés s'ajustent. Maintenant, par rapport aux revenus des entreprises, donc si donc le revenu total d'une entreprise, c'est quoi? C'est P fois Q, c'est-à-dire le prix fois la quantité. Et il ne faut donc pas confondre avec son profit, puisque là, on doit enlever les coûts de production. Et donc, c'est à quel endroit est-ce qu'il est le plus intéressant pour une entreprise de produire quand son élasticité est égale à 1? Pourquoi? Parce que si son élasticité, si c'est élastique, dans ce cas, une réduction du prix va entraîner une grande augmentation de la demande et va donc augmenter les revenus, tandis que si la demande est inélastique, dans ce cas, une augmentation des prix va que entraîner une faible réduction de la demande et donc une augmentation des revenus totaux. Alors que si c'est parfaitement élastique, dans ce cas, une augmentation ou une réduction du prix n'influencera pas
là, les revenus totaux. Et il faut, comme toujours, comprendre de nouveau le mécanisme des rendements décroissants qui revient. Au plus qu'on vient changer le prix, au plus que quelque chose deviendra élastique ou inélastique. En conséquent, le taux d'élasticité change par rapport et dynamique lui-même. Mais non. Alors, donc, la politique, oui, les politiques d'offre de la demande. Alors, l'État peut mettre des prix planchers ou des prix plafonds. Tous les deux n'ont qu'en effet, enfin, seulement s'ils sont contraignants, c'est-à-dire le prix plancher s'il est au-dessus du prix du marché, le prix plafond s'il est sous le prix du marché. Et dans ce cas, le prix plafond, il entraîne quoi? Il entraîne une pénurie. Et tandis que le prix plancher, lui, entraîne un excédent. Hein, une pénurie, donc une demande insuffisante, et un excédent d'offres. Mais non. Tous les deux vont mener à des mécanismes de rationnement qui sont insouhaitables. Mais qu'est-ce qu'on a réellement? Qu'est-ce que ces politiques entraînent réellement? Elles entraînent qu'on empêche le marché de s'ajuster automatiquement, d'ajuster le prix, pour équilibrer l'offre et la demande. Et donc le marché n'est pas à son équilibre et ne se trouve pas sur sa courbe de frontières de possibilités. Et donc il y a une perte économique à cause de cette politique. Maintenant, l'État peut aussi faire des taxes. Alors les taxes, ça fonctionne. Les taxes, ça a deux effets. De un, ça ne dépend pas si la taxe est sur le producteur ou l'acheteur, ou le consommateur. Ça ne change rien. Et c'est une perte totale de l'économie. En réalité, presque toutes les interventions sur le marché empêchent le marché de s'équilibrer. Et dans ce cas, on obtient une perte économique globale. Maintenant, l'incidence de la taxe, c'est-à-dire sa répartition sur les consommateurs ou les vendeurs, dépend de l'élasticité. Ça dépend. Donc, si l'élasticité de l'offre est plus grande que l'élasticité de la demande, dans ce cas, ce seront les consommateurs qui vont subir la plus grande perte par rapport à la taxe. Et si c'est inversement l'offre qui est moins élastique que la demande, dans ce cas, ce seront les vendeurs qui vont perdre. Et ça se comprend, c'est très logique, parce que ça veut dire que l'un peut plus facilement modifier ses prix et verra sa demande diminuer moins fortement. Et donc, ils vont en profiter de cette inélasticité pour faire subir aux demandeurs la perte économique. Alors, le commerce international. Oui, donc le commerce international, comme on a vu, l'échange est profitable. Et donc, il faut se poser la question, quand est-ce qu'un pays est exportateur et quand est-ce qu'il est importateur par rapport à quand il s'ouvre au marché? Il est exportateur si son prix domestique est plus faible que le prix mondial. Et il est importateur si son prix domestique est plus grand que le prix mondial. Maintenant, après l'ouverture du marché, en principe, parce qu'on va voir encore une fois plus tard que ça n'est pas toujours le cas, il y a le prix domestique s'ajustera au prix mondial. Mais, dans tous les cas, on va voir que dans le cas d'un pays exportateur, là, les producteurs vont gagner, les consommateurs vont subir une perte, mais l'économie au total gagne. Tandis que dans le cas d'importation, là, les producteurs vont y perdre, les consommateurs vont gagner, mais l'économie au total y gagne. Alors, l'État peut par contre
essayer de mettre des politiques qui vont influencer, comme les douanes. Donc les douanes, on met une espèce de... Parce que c'est ça, en fin de compte, les mécanismes qu'on va voir, ce sont des taxes, ou fonctionnent de la même façon. Ça augmente le prix des biens qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire le prix mondial. Et donc, quel effet est-ce que ça a? Ça fait que on avait notre équilibre avant l'ouverture, et on va ramener on va ramener notre économie vers ce point d'équilibre. On va le rapprocher, parce qu'on ne va pas nécessairement au maximum le ramener, mais du moins le rapprocher. Donc, qu'est-ce que ça veut? Ça veut dire que le prix des biens mondiaux va augmenter, et donc les prix des biens domestiques vont se réajuster à ce nouveau prix mondial. Donc les producteurs, parce que ça n'est que pertinent en cas d'importation, les producteurs vont y gagner, l'État aussi, parce qu'il prélève les taxes de la douane, mais les consommateurs vont y perdre. Et comme c'est une taxe, on va avoir une perte sèche de l'économie. Maintenant, il y a un autre système qui est le système des quotas. Ça fonctionne exactement de la même façon. Donc de nouveau, une perte sèche de l'économie. Les consommateurs perdent, les producteurs y gagnent. La différence étant que ce n'est pas l'État qui récolte les taxes de douane, la douane, mais c'est les détenteurs de licences, donc des quotas, qui vont, eux, prendre cette partie de l'État. Maintenant, il y a plusieurs arguments contre l'échange. On a l'argument de l'emploi. Donc, si les producteurs, par rapport à l'échange, donc dans le cas d'importation, ils vont donc voir leur revenu descendre. En conséquent, il y aura nécessairement, puisqu'ils vont répondre aux incitations, etc., comme toujours, toutes choses étant égales par ailleurs, il y aura en principe une augmentation du chômage. Mais cette augmentation n'est que court terme. À long terme, l'économie sait se restructurer, et en plus, au total, on subit en gain économique, se restructurer de façon plus efficace plus tard. Alors, il y a aussi l'argument de la concurrence déloyale. Maintenant, cet argument est certes correct, puisque effectivement les producteurs vont subir une perte en cas d'importation, mais vu que l'économie au total y gagne et que les consommateurs y gagnent, de un, on pourrait penser que ça n'est pas grave, mais de deux, aucune économie va toujours importer, ni toujours exporter. En échange, comme on l'a vu, on a des avantages comparés, et c'est la spécialisation qui rend l'échange profitable, et donc toute économie qui est exportatrice est également importatrice. Et il y a donc une concurrence déloyale, mais à tout niveau, des deux côtés. Et donc il y a certains secteurs qui vont être touchés par mais au total, et ça revient donc à la même idée que par rapport à l'argument des emplois, au total l'économie y bénéficie. Alors, les autres arguments, il y a deux arguments qui ne sont même pas économiques. C'est les arguments de la sécurité nationale et les arguments que l'échange peut donc être utilisé comme c'est en gain, peut être utilisé comme un outil de négociation, donc comme dans l'espèce des embargos, etc., le Conseil de sécurité. Le problème de ces arguments, c'est que ce n'est pas des arguments économiques. Ce sont des analyses normatives et pas du tout positives, et ça n'est pas du tout le travail d'un économiste. Maintenant, il y a encore le cinquième argument, et ça c'est les industries naissantes et vieillissantes. Le problème de cet argument est que les producteurs, quand ils choisissent de produire ou pas, ils ne regardent pas les profits à court terme, mais les profits à long terme. Et si les profits à long terme sont positifs, dans ce cas, ils vont produire. Et le deuxième, c'est que comment est-ce qu'on va organiser cette protection des industries vieillissantes ou naissantes sans en même temps nous-mêmes empêcher le bon fonctionnement des marchés en avantageant trop un secteur par rapport à l'autre.